Alors pour commencer, on va se diriger vers un petit aperçu de la présence française aux États-Unis. Cette présence française, elle est historique. Les États-Unis sont le premier client de la France en dehors de l'Union européenne. Une présence multisectorielle, puisque les entreprises françaises sont présentes bien sûr dans les grands secteurs de prédilection de l'export français que sont l'agroalimentaire, le luxe, les vins et spiritueux ou encore l'aéronautique, mais plus récemment avec une vague dont vous avez sans doute entendu parler, qui est la vague tech, avec l'ingénierie française qui est aujourd'hui très appréciée aux États-Unis et du moins reconnue. Alors pour répondre à la question qu'on vient de se poser, il suffit de regarder un peu la nature des sociétés qui sont présentes sur ce marché, soit en tant qu'entreprise implantée, soit qu'entreprise exportatrice. 70% des entreprises qui exportent françaises qui exportent vers les États-Unis sont des PME. Donc la réponse est là, non, les États-Unis ne sont pas le précaré des grands groupes. Ces grands groupes, ils sont présents aux États-Unis avec les ETI. Aussi, historiquement, ils ont en général fait de lourds investissements aux États-Unis et depuis longtemps. Et puis, cette vague de la tech que j'évoquais à l'instant, elle est portée par des jeunes pousses qui sont à la fois jeunes pousses d'un côté comme de l'autre de l'Atlantique et qui n'ont pas peur, je dirais, de traverser rapidement l'océan pour venir se développer sur le marché américain. Donc très clairement, les entreprises françaises montrent que peu importe la taille de la société, il y a quelque chose à faire aux États-Unis. Fait intéressant, 3600 filiales françaises sont présentes aux États-Unis, mais seulement 500 réalisent un chiffre de plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et donc on s'aperçoit que parfois très rapidement dans une stratégie de développement aux États-Unis, le fait de créer une filiale est une de ces solutions. On va y revenir tout de suite. Alors, parlons un petit peu justement de cette économie américaine. C'est une économie qui est très dynamique, qui dépend à 70% de la consommation des ménages, qui ont un fort pouvoir d'achat. Euh, Quoi qu'on ait pu en dire ces dernières années depuis l'arrivée de l'administration Trump, et même s'il y a en effet cette tentative de retour à un protectionnisme de la part de l'administration, on s'aperçoit que c'est un marché qui est extrêmement ouvert. La plupart des PME françaises ne sont pas concernées par les tentatives de l'administration de mettre de nouvelles embûches pour pouvoir travailler avec le marché américain. Ce marché ouvert, il est ouvert à l'innovation, il est ouvert à la concurrence, je le disais. L'innovation, c'est un tiers de la dépense mondiale qui se fait aux États-Unis, et pour autant, les Américains sont assez curieux de ce qui peut se faire sur les marchés étrangers, puisqu'ils sont bien conscients que le marché américain n'est pas toujours propice à la création de certaines innovations. Ils sont donc assez intéressés de savoir ce qui se fait ailleurs, et c'est ce que je disais, l'ingénierie française aujourd'hui est assez appréciée et reconnue. En termes de protectionnisme, il faut quand même reconnaître une chose, c'est que les Américains ont différentes façons de le mettre en place, et l'une de ces façons, ce sont les agences de normalisation. Alors on peut penser à la puissante FDA qui travaille dans le secteur à la fois agroalimentaire, de la santé, tout ce qui touche à l'humain, et qui peut en effet parfois être assez difficile pour pouvoir faire rentrer certains produits étrangers. On pense aussi bien sûr à l'agence de normalisation du marché des vins et spiritueux, puisque elle impose la présence d'un importateur, d'un grossiste et d'un retailer pour pouvoir vendre un produit alcoolisé français sur le marché américain. On pense à d'autres types de barrières, qu'elles soient douanières, même s'il y a finalement très peu de problèmes douaniers entre nos deux espaces, mais aussi des initiatives comme le Buy American Act, qui oblige des entreprises qui souhaitent se positionner sur des marchés publics américains à produire 70% des produits concernés aux États-Unis. Ce qui oblige donc ces entreprises à trouver des partenaires locaux. Et ces partenaires locaux, on va le voir tout de suite, c'est un petit peu la clé d'entrée sur le marché américain, qu'on y soit obligé ou pas. Alors pourquoi ce circuit de distribution est si important? Il est important parce que, je crois que l'image le montre assez bien, elle rappelle que la différence géographique entre la France et les États-Unis. Les États-Unis, c'est un marché géographiquement énorme. Et ce marché, il faut le voir comme un ensemble de plusieurs marchés.
On pense bien sûr à l'arc atlantique, on pense au nord-est des États-Unis, au Midwest avec son port d'entrée qui est Chicago dans la région des Grands Lacs, ou encore à la côte ouest des États-Unis, ou tout simplement la Californie qui est quand même le 6e PIB mondial et qui est un marché à part entière. Donc en effet, on souhaite conquérir le marché américain, mais dans la pratique, il faut commencer quelque part. Et dans cette pratique, qu'on soit une multinationale ou qu'on soit une PME, la solution, je dirais, est la même. Il faut considérer d'abord un premier marché et grandir dans ce premier marché, apprendre dans son premier marché et se développer sur le reste du territoire si c'est approprié. Les circuits de distribution aux États-Unis, je le dis ici, ils sont complexes et segmentés. Alors pourquoi? Déjà parce que la géographie et le fait que différents types de partenaires se sont développés en fonction des opportunités d'affaires, en fonction de l'histoire de chaque région. Ensuite, parce qu'on est sur un marché qui est très intermédiaire. Alors, dans certains marchés, nous avons des partenaires qui sont tout à fait identifiables et identifiés. Par exemple, nous avons des brokers quand on veut toucher le secteur de la grande distribution. Nous avons des showrooms, des agents dans le monde du textile, des importateurs dans le monde de l'alcool. Et puis parfois, sur certains marchés, on n'a pas de dénomination particulière. On est avant tout face à de l'opportunisme d'affaires et des personnes qui sont capables de présenter un business model qui est unique. Et d'ailleurs, ce business model unique et cet intermédiaire rare, c'est souvent ce que recherchent les entreprises françaises. Mais il faut le dire, c'est avant tout l'exception plutôt que la règle. On recherche beaucoup, quand on est une entreprise française qui arrive aux États-Unis, ce qu'on appelle un market maker, une personne qui va faire de vous un projet avec succès, grand succès aux États-Unis. La réalité du marché fait que, certes, il y a beaucoup d'intermédiaires, mais que ces intermédiaires ont souvent besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être accompagnés par l'entreprise qui a envie de faire grandir son propre projet. Ils ne peuvent être en fait que des maillons dans la stratégie du marché américain. Et on y reviendra dans un instant en évoquant le marketing. Puis enfin, il y a le e-commerce. Le e-commerce aujourd'hui est gigantesque aux États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait d'équivalent encore à ce stade en Europe, mais c'est la nature même de ce marché continent qui fait que le e-commerce s'est développé rapidement, avec des investissements lourds en ce moment effectués sur la supply chain, notamment au cœur des États-Unis pour pouvoir garantir des livraisons en moins de 48 heures. Donc le e-commerce est une stratégie qui existe. Les Américains ils sont très au fait du e-commerce aujourd'hui. En revanche, il faut pratiquer le e-commerce américain à l'américaine et on y reviendra dans un instant par la suite de cette présentation. Alors justement, quelle stratégie d'approche? On a évoqué de trouver le bon partenaire et c'est un point en effet, mais il y a aussi comment est-ce qu'on sélectionne son offre. La réalité, c'est que sur un marché mature comme les États-Unis, on est quasiment certain d'avoir de la concurrence en face de nous. Qu'on soit une multinationale ou une PME ou une start-up, il y a très certainement un concurrent qui existe déjà. Un concurrent qui a certainement pris de l'avance, même si on est une start-up, si on est une start-up de 10 millions en France, la start-up en face a peut-être déjà levé 200 millions pour pouvoir assurer son développement. Donc on est systématiquement dans un marché de géants. Pour pouvoir contrecarrer le problème de ce marché de géants, il faut savoir se positionner. Et la base de la stratégie aux États-Unis, c'est vraiment ce positionnement. Trouver la niche dans laquelle le géant aura moins d'intérêt à innover, moins d'intérêt à investir, et faire en sorte que cette niche, pour l'entreprise française, devienne un vrai avantage et une façon de gagner des parts de marché. Ensuite, il faut savoir sélectionner son offre. Le partenaire américain que vous allez rencontrer, qu'il soit un importateur, un distributeur ou autre, n'a pas cette envie de choisir à la place de l'entreprise le best-seller. Il n'a pas forcément la velléité à faire l'étude de marché à la place de l'entreprise. Et donc il faut savoir sélectionner au milieu de son offre globale ce qui est le plus approprié pour le marché américain. Donc on mise sur la niche, on mise sur l'innovation et on mise sur une sélection de son offre, quitte après à être capable de proposer davantage, mais il faut d'abord se concentrer sur un produit ou un service. Les salons professionnels, c'est, je dirais, le démarrage de l'investissement marketing aux États-Unis et de l'américanisation d'une entreprise. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce que en 2019 il est important de miser sur les salons professionnels? Eh bien parce qu'avant l'ère de l'Internet, le salon professionnel, c'était la meilleure façon pour une entreprise de Los Angeles et une entreprise de New York de se rencontrer. C'était aussi la meilleure façon pour une entreprise étrangère de rencontrer des entreprises américaines, mais c'était dans les us et coutumes du business à l'américaine sur ce marché continent.
Au moment de l'arrivée d'Internet, l'ensemble des acheteurs, l'ensemble des scientifiques, des directeurs de laboratoires américains sont devenus, je dirais, un clic du monde entier. Alors certes, de 65 millions de Français, mais aussi d'1 milliard d'Indiens et d'1 milliard de Chinois. Donc cette difficulté, cette sursollicitation de la part des acheteurs américains fait qu'ils sont obligés de se mettre un peu en stand-by je dirais, dans leurs activités de tous les jours. Le rôle d'un acheteur n'est pas de répondre à toutes les demandes de sollicitation. Le rôle d'un acheteur est de comprendre les besoins de son entreprise et de déterminer le bon produit. Au moment des salons professionnels, c'est une vraie opportunité pour tous les acteurs de la scène américaine de rencontrer, je dirais, les partenaires les plus pertinents, les offres les plus pertinentes, les offres les plus réelles. Derrière un site internet, derrière des emails, il peut se cacher tout et n'importe quoi. Il peut se cacher des entreprises complètement virtuelles, des entreprises qui sont incapables de livrer ce qu'ils prétendent pouvoir livrer. Donc le salon professionnel devient la pierre angulaire du business parce que pour une entreprise étrangère, ça permet, comme pour une entreprise de New York, du Vermont ou du Nebraska, de se présenter physiquement et de démontrer son savoir-faire, de présenter ses produits. Donc le salon professionnel est très important. C'est un investissement de l'ordre de 20 à 30 000 dollars minimum au départ, mais c'est un réel investissement pour américaniser son approche. Alors ce budget marketing, justement, est-ce qu'on peut s'en passer? La réponse est non. Quand vous trouvez aujourd'hui sur le marché américain les partenaires qu'on a évoqués tout à l'heure, il faut investir aux côtés de ce partenaire, il faut assurer son marketing, se déplacer, organiser des événements, investir sur son réseau, se rendre donc régulièrement aux États-Unis pour pouvoir assurer la pérennité et le développement de ce projet. Dans les facteurs clés de succès, je crois que la partie marketing qu'on vient d'évoquer fait vraiment le lien entre la stratégie d'approche et le facteur de succès. Mais il faut aussi se souvenir qu'il y a des partenaires à la carte aux États-Unis. On a besoin de ces partenaires pour grandir. On a besoin de son avocat pour comprendre le cadre juridique du common law. On a besoin d'un comptable fiscaliste pour comprendre les 51 fiscalités, 50 États, un État fédéral, sans parler de la fiscalité des comtés et des villes, qui peuvent concerner même une entreprise française qui est e-commerçante et qui livre des volumes suffisants dans certains États. Donc le comptable fiscaliste arrive rapidement dans la stratégie. Et on en a besoin car se mettre l'IRS à dos, c'est forcément un mauvais début pour le succès de son business aux États-Unis. Et puis besoin de conseillers, des conseillers qui peuvent être des partenaires comme nous sur nos différentes interventions sur le marché, mais tout autre conseiller, que ce soit pour comprendre les ressources humaines qui sont très spécifiques sur un marché à 3,5% de chômage. C'est ce qu'on appelle le chômage incompressible dans certaines villes, pour comprendre les assurances, comment négocier son bail immobilier. Voilà. Tout est très différent et ce marché très intermédiaire compte énormément de partenaires. Il faut tenter de ne pas faire l'économie de ces partenaires et d'avancer avec eux main dans la main. Le service client, c'est quasiment une religion aux États-Unis. Le service client, ça veut dire être réactif, ça veut dire avoir des conditions favorables. Le client est roi, c'est réel. Et si ce slogan, quelque part, est aujourd'hui évoqué dans tous les marchés, il est très clair qu'aux États-Unis, depuis toujours, le client est vraiment considéré en tant que tel. Il faut vraiment insister sur cet aspect-là. Ça veut dire qu'il faut être joignable. La notion de décalage horaire entre 6 heures sur la côte Est et 9 heures sur la côte Ouest, gérer son service client depuis la France aujourd'hui n'est quand même pas la meilleure preuve de payer attention sur cette partie service client. Donc il est évident que si on peut avoir un numéro en local, un interlocuteur en local qui va assurer ce service client à l'américaine, c'est quand même une meilleure chose. La rigueur, c'est très important. Les géants américains ne plaisantent pas avec les clauses. Tout ce qui est indiqué au contrat doit être respecté. Il y a en général des pénalités qui sont non négligeables. Donc je ne sais pas si la rigueur est un facteur clé de succès partout ailleurs, mais en revanche ça peut poser des réels problèmes ici aux États-Unis. Inscrire sa stratégie sur le long terme, c'est évident. Il n'y a pas de retour sur investissement rapide. On parlait des salons professionnels tout à l'heure. On doit assister à un salon, 2 salons, 3 salons, 3 fois le même salon, 3 années de suite pour se rendre compte de ce qu'est réellement le marché américain, de ce qu'il faut vraiment modifier dans son offre, avec quel partenaire travailler, et montrer à ces Américains qu'on est présent, qu'on a envie d'investir sur ce marché américain, qu'on est là pour de bon et qu'on n'est pas des opportunistes qui ont envie de juste, je dirais, gratter la surface de ce marché et voir si ça marche avec un coup de chance. Alors, voilà pour les facteurs clés.
Et je l'évoquais tout à l'heure, dans les partenaires, ça peut être des partenaires comme les services que nous proposons, nous ici à New York, dans l'accompagnement des clients de notre groupe bancaire. Alors là, quelques cas concrets à évoquer avec vous rapidement, mais on est intervenu très récemment sur la création d'une filiale américaine. Alors d'abord pour une société de l'aéronautique qui avait besoin d'une implantation purement commerciale en Floride. Et c'est là que c'est intéressant et qu'on revient à notre question de départ. Est-ce qu'on est sur un marché qui est réservé aux grands groupes? La réponse est évidemment non. Cette société qui réalise un chiffre d'affaires d'environ 4 millions de dollars en France a créé une structure qui devrait lui permettre dans les années à venir de réaliser un chiffre d'affaires de 4 millions de dollars aux États-Unis. Elle va doubler son chiffre avec la création de cette filiale. Grâce à cette proximité, grâce à un commercial mis sur place, elle va être capable vraiment d'accélérer sa croissance globale parce que le marché américain y est vraiment propice. On a également accompagné récemment une entreprise dans la création d'un site industriel aux États-Unis. Donc encore une fois, cette question de proximité, le fait de produire sur place et d'être plus près des clients, plus réactif et de pouvoir se battre à armes égales avec la concurrence américaine. Alors quand on dit qu'on a accompagné ces sociétés, ça veut dire que très concrètement, on leur a donné une feuille de route, on leur a expliqué par rapport à leur projet, voilà, quels étaient les tenants et les aboutissants d'avoir une filiale aux États-Unis, quel type de structure il fallait créer, quel montage, quelles étaient les problématiques d'ouverture de compte en banque, les problématiques d'immigration, s'il y avait l'envoi d'un salarié sur place, quels étaient les salaires, les us et coutumes sur ce marché à 3,5% de chômage. Donc voilà, on leur a vraiment confié toute cette feuille de route et on les a mis en relation avec les cabinets d'avocats, de comptables fiscalistes, brokers en immobilier, brokers en assurance et autres partenaires pour vraiment accélérer ce projet de création de filiales. Ensuite, on réalise très régulièrement des études de marché. Là, je cite une étude de marché dans le secteur de la biotechnologie. Alors, pourquoi on nous a confié cette étude de marché? Pour déterminer une stratégie sur le marché US et plus généralement sur le marché d'Amérique du Nord. Cette biotechnologie avait besoin de comprendre comment les big pharma américains fonctionnaient et est-ce qu'il y avait besoin de créer une structure en local, est-ce qu'il y avait besoin de produire en local. Grâce aux recommandations qu'on a pu émettre, la société a créé une base industrielle au Canada et 2 bureaux commerciaux, un aux États-Unis et un au Canada, pour couvrir l'ensemble du marché américain. Donc en partenariat avec notre bureau de Montréal, on a pu affiner cette stratégie pour permettre un développement nord-américain pour cette entreprise suite à cette étude de marché. La recherche de clients, c'est quelque chose qui revient de manière redondante. Alors que ce soit des partenaires industriels, des partenaires commerciaux ou directement des clients. Là, on fait référence à une recherche de clients donc de la grande distribution américaine. Donc l'idée était de présenter donc un produit de grande consommation, de le présenter à un certain nombre d'acheteurs, à des brokers, pour que ces acheteurs puissent se positionner par rapport à l'offre. Y a-t-il un besoin? Pas de besoin? Est-ce que le prix est approprié? Et ainsi pour permettre à ce client en fait de se développer grâce à notre intervention, d'amorcer, je dirais, le développement sur les États-Unis. Créer la première référence aux États-Unis est toujours le plus compliqué, et créer cette première référence permet d'en créer une deuxième, une troisième, une quatrième beaucoup plus rapidement, puisque vous donnez le sentiment aux entreprises américaines que vous êtes capable de travailler avec les États-Unis. Et ensuite, on a aussi accompagné une société dans l'identification de cibles de croissance externe. Ces sociétés qui considèrent qu'elles souhaitent s'implanter aux États-Unis, mais qui ont envie d'accélérer les choses en bénéficiant d'un carnet d'adresses, en bénéficiant d'une équipe déjà structurée en production en local pour avancer beaucoup plus vite. Et dans ce cadre, on accompagne nos clients afin d'identifier ces cibles, de les porter à la table des négociations et de les mettre en relation avec les partenaires appropriés pour pouvoir réaliser ce rachat si besoin. Dans les faits, il se trouve que pour ce client en question, il a considéré que les entreprises qui avaient été présentées étaient certes intéressantes et répondaient au cahier des charges, mais étaient beaucoup trop chères par rapport à ce qu'il souhaitait mettre en place. Il a donc décidé de s'implanter directement et de créer sa structure de production en direct. En effet, aux États-Unis, tout est à vendre, mais tout dépend du prix, et parfois le prix n'est pas approprié pour les PME françaises. En conclusion,
Pour exporter aux États-Unis, on ne fait pas juste de l'export. On crée un business plan, on crée une stratégie pour rentrer sur ce marché. Alors que sur beaucoup de marchés à l'étranger, il suffit parfois de trouver, je dirais, un distributeur qui vous fera sur ce marché. Aux États-Unis, on est davantage dans une activité proactive. Et cette activité proactive, on la voit tous les jours menée par des multinationales, des ETI, des startups comme des PME. Ce marché continent fait qu'on est obligé de se concentrer sur une partie plus qu'une autre. On est obligé de commencer quelque part. On a accompagné dans le raisonnement stratégique l'année dernière une entreprise qui pesait plus d'un milliard d'euros, et même ce géant français avait besoin d'arriver sur le marché américain en commençant par une porte d'entrée, en commençant par un petit partenaire. Et petit partenaire après petit partenaire, il s'est construit sur le marché américain. Le retour sur investissement est parfois lent et c'est important de le préciser. L'idée qu'on va, comme je le disais tout à l'heure, réaliser un salon professionnel et penser remplir un carnet de commandes à la suite de ce salon professionnel, c'est une fausse idée. Il faut investir sur 2-3 années, d'où l'importance du business plan puisqu'elle permet d'anticiper ses coûts et de bien se rendre compte que sur les 3 années de marketing à mettre en place, potentiellement le retour ne commencera qu'après 3 ans. Même si ce n'est pas une généralité et que certaines entreprises arrivent tout à fait à faire du chiffre rapidement. Mais il est vrai qu'il faut conserver cette idée que le retour sur investissement sera lent. Enfin, le marché, vous l'avez compris, est exigeant pour les multinationales comme pour les PME. Il revient donc aux PME de muscler un peu leur jeu de l'export quand il s'agit d'aborder le marché américain. Il reste un marché plein d'opportunités incroyables et qui vaut la peine de mettre en place ces efforts et ce degré d'exigence.